Alors, quand est-ce qu'il faut réaliser un plan de prévention? Déjà, il faut bien qu'il y ait une entreprise extérieure qui intervienne chez l'entreprise utilisatrice, puisque si l'entreprise utilisatrice réalise elle-même l'opération, pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin de plan de prévention. Je ne reviens pas sur les cas d'exclusion d'intervention d'entreprise extérieure chez une entreprise, puisque ça, on l'a vu dans la vidéo sur c'est quoi un PDP. Donc maintenant qu'on a bien recadré, qu'on est bien dans le cadre d'une intervention d'une entreprise extérieure chez une entreprise utilisatrice et qu'il faut peut-être un plan de prévention, il y a 2 critères obligatoires qui vont déterminer s'il faut un plan de prévention. Avant le commencement des travaux, on doit déjà se poser une question. Est-ce que le temps de travail sur 12 mois glissants, il va être supérieur ou inférieur à 400 heures? S'il est supérieur à 400 heures, alors il faudra obligatoirement établir un plan de prévention par écrit. Pour mieux vous aider à appréhender ce que ça représente concrètement ce temps de travail de 400 heures au-delà duquel il faudra faire un plan de prévention, je vais réaliser des calculs sous Excel. En France, la durée légale de travail hebdomadaire elle est de 35 heures, donc je vais partir sur cette base. Donc si l'entreprise utilisatrice elle décide de faire appel à un travailleur d'une entreprise extérieure à temps plein dans ses locaux, à ce moment-là, si la personne elle va rester un peu plus de 57 jours, soit un peu plus de 11 semaines au sein des locaux de l'entreprise utilisatrice, il faudra réaliser un plan de prévention. Après, ça c'est valable dans le cas où il y a seulement un intervenant d'une entreprise extérieure qui vient travailler chez une entreprise utilisatrice. Ce qui peut arriver quand même souvent, c'est qu'une entreprise utilisatrice elle va faire appel à une entreprise extérieure pour réaliser une activité et cette activité elle va nécessiter de faire intervenir une équipe. Donc si par exemple cette équipe elle est constituée de 3 travailleurs, à ce moment-là, le temps au-delà duquel il faudra réaliser un PDP il va être divisé par 3. Donc on va arriver à 3,8 semaines, donc quasiment 4 semaines. Donc ça veut dire que cette équipe elle vient travailler à temps plein pendant un peu moins de 4 semaines. Il lui faudra un plan de prévention puisque les 400 heures représentent bien le temps de travail cumulé de l'ensemble de tous les salariés de l'entreprise extérieure. Ça, c'est un point essentiel à avoir en tête quand on parle des 400 heures pour faire un PDP, c'est bien 400 heures tous salariés cumulés de l'entreprise extérieure. Donc si on continue dans cette logique et que l'entreprise extérieure fait intervenir 12 salariés, à ce moment-là, si l'équipe vient travailler plus d'une semaine, il lui faudra aussi un plan de prévention. Par contre, si une entreprise utilisatrice a fait bien appel à une entreprise extérieure de manière ponctuelle, par exemple pour une prestation de ménage, quelqu'un qui viendrait uniquement 2 heures par semaine dans une petite entreprise, à ce moment-là, on arrive à un total de 94 heures sur l'année, donc on est bien inférieur aux 400 heures, donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de plan de prévention. Le deuxième cas où il faudra forcément établir un plan de prévention par écrit, et pour le coup là on s'en fiche du nombre d'heures qui sera travaillé, c'est lorsque ça figure dans la liste des travaux dangereux. Cette notion de travaux dangereux, elle est plutôt connue, mais pour autant on a vraiment du mal à voir ce qui se cache derrière. Pourquoi? Déjà parce que l'article du Code du travail, il renvoie pas directement à l'arrêté. Donc le bon arrêté à appliquer, c'est l'arrêté du 19 mars 1993 qui fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels est établi un plan de prévention. Et en plus, dans certaines catégories de travaux dangereux, des fois ça va renvoyer encore à d'autres textes, donc c'est un peu difficile de savoir si on est confronté ou pas. Pour autant, comme on est en phase de préparation de l'activité et qu'on a déjà un peu de visibilité sur ce qui va être réalisé par l'entreprise extérieure, on peut quand même identifier un minimum si on risque d'avoir des dangers en lien avec cette liste de travaux. Donc à l'intérieur, on retrouve les travaux exposant à des rayonnements ionisants, les travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, les travaux exposant à des agents biologiques pathogènes, les travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne, c'est souvent ce qu'on appelle le POI, les travaux et maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques au sein des articles qui sont listés ici, et aussi les équipements suivants, les véhicules à benne basculante ou cabine basculante, les machines à cylindres, les machines présentant les risques qui sont définis à ces articles du Code du travail. Ensuite, on a aussi tout ce qui est travaux de transformation sur les ascenseurs, les monte-charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants, les installations de passage automatique de voitures, les travaux de maintenance sur installation à très haute ou très basse température, les travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou des transstockers, les travaux comportant le recours au treuil et appareils assimilés mus à la main installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation, des travaux exposant en contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT, donc la très basse tension, les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R4323-17 du Code du travail,
les travaux du bâtiment et des travaux publics exposant des travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, les travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieur à 90 décibels A ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur à 140 dB, les travaux exposant à des risques de noyade, les travaux exposant à un risque d'ensevelissement, les travaux de montage, de démontage d'éléments préfabriqués lourds, les travaux de démolition, les travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée, les travaux en milieu hyperbare, les travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3A selon la norme NF EN 60825 et les travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu. Donc là, si je ne vous ai pas encore perdu, on a pu voir qu'il y a une liste de 21 types de travaux dangereux qui sont identifiés et qui nécessitent la réalisation d'un plan de prévention. Donc plutôt que se poser la question quand est-ce que je dois faire un plan de prévention, la vraie question à poser c'est plutôt est-ce que je suis dans les cas où je ne dois pas faire de plan de prévention. Donc globalement, si on est inférieur à 400 heures, toute personne cumulée sur un an et qu'il n'y a vraiment pas de travaux dangereux, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire un plan de prévention. Mais d'une manière générale, si l'entreprise utilisatrice elle a une activité qui présente des risques pour les gens ou que l'entreprise extérieure elle a une activité qui va apporter des risques assez forts, à ce moment-là, on est quasiment sûr qu'on aura un plan de prévention à réaliser. Donc maintenant qu'on a identifié qu'un plan de prévention, c'est quoi, qui doit le faire, où on le fait, quand est-ce qu'on doit le réaliser, on va vraiment pouvoir aller au bout du sujet grâce au comment et pourquoi faire un plan de prévention. Si vous me suivez bien au fur et à mesure des publications, je vous remercie. La prochaine vidéo sur le comment faire un plan de prévention, elle arrive mardi prochain. Venez la voir, c'est celle qui va vraiment donner le côté opérationnel de la réalisation et de la constitution du plan de prévention. Et si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, alors vous l'avez déjà en vignette.